Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. And the start. Oh, contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win. And the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est qui en pôle. Cette semaine, on fait un petit écart au MotoGP puisqu'on va débriefer la 47e édition des 24 heures du Mans Moto où nous étions avec François. Comment tu vas, François ? Bah écoute, ça va et toi ? Bonjour à tout le monde. Ça va, je suis contente de te retrouver au micro, ça fait un moment. Ouais, pareil, c'est vrai que ça fait un moment. T'étais bien occupé avec les préparations des 23h60 pour rester dans le thème de l'endurance, il y a plein de choses à faire. Ouais, on est en plein dedans, donc bah oui, ça prend un petit peu de temps, mais c'est bien de débriefer les 24, comme ça nous donne quelques petites inspirations, c'est cool. Et j'en profite du coup, vu qu'on parle des 23h60, pour rappeler à tout le monde que c'est le premier week-end de juillet et que vous pourrez venir nous voir rouler cette année. On est soutenu par Yamaha, donc vous aurez la chance de voir nos pilotes rouler sur 2 motos, ça va être très chouette, donc n'hésitez pas à passer. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite en parlant des 24 heures du Mans Moto qui se déroulaient donc en avril au Mans, comme son nom l'indique, avec les qualifs. C'est un team Yamaha qui s'est qualifié en tête, c'est le Yart, devant le CERT, donc la célèbre équipe de Suzuki. Et il y a quelques teams qu'on suit avec des noms un peu connus pour certains qui roulaient en MotoGP à une époque, avec le team KM99 qui est un team où roulent d'ailleurs 2 puniers qui se sont qualifiés 8e. On a le team Tecmas BMW avec des pilotes qu'on suit dans une autre catégorie qui roulent surtout en FSBK qui sont Loïc Arbel et Kenny Forêt qui se sont qualifiés 11e. On va avoir Honda No Limit qui s'est qualifié 22e avec dans l'équipage Alexis Masbou. On va avoir aussi le team RAC 41 avec Martin Renaudin qui s'est qualifié 12e et un autre team qu'on suit un peu plus pour leur enseignement et la manière dont ils fonctionnent, qui est le Junior Team, qui s'est qualifié 33e. Est-ce qu'il y avait des teams, toi, François, que tu suivais aussi pas mal en termes de qualif, en dehors des gros noms du week-end ? Bah, en dehors des gros noms, ouais, il y a un team que je suis où on a eu un prof des mécaniques qui travaille dans cette équipe-là. C'est une équipe assez familiale, ça s'appelle Manao Competition. Ils sont passés team Honda France officiel, là, donc en EWC. Et bon, bah, malheureusement, ils ont eu une chute qui les a contraints à l'abandon, mais ouais, il y a quelques petites équipes comme ça qu'on suit. Bah, c'est toujours cool, les 24 heures du Mans. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon premier cette année, comme je t'avais dit. Mais j'ai trouvé ça beaucoup plus familial et beaucoup plus... Enfin, je sais pas, il y a un esprit beaucoup plus tranquille que sur les Grands Prix moto. Du coup, c'est vraiment très, très différent. Bah... je pense que c'est un peu moins glamour, un peu moins tape à l'œil, et il y a beaucoup moins déjà de médiatisation autour de l'endurance, et comment dire, c'est beaucoup un travail d'équipe. Tu peux pas compter que sur une seule personne dans l'endurance, donc mine de rien, l'image, on est quand même obligé de compter les uns sur les autres et de faire quelque chose d'un peu plus familial, je pense. Ouais, de toute façon, l'endurance, ça marche que comme ça, hein. On va débriefer la course tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées à partir du moment où le départ a été donné samedi jusqu'à l'arrivée dimanche. Donc c'est sous un grand soleil, donc on a beaucoup de chance pour une fois au Mans que le départ des 24 heures moto a été donné le samedi après-midi avec un départ tonitruant de l'équipage du CERT et il s'est passé évidemment beaucoup de choses, dont beaucoup de chutes. C'est souvent ce qu'on retient des courses d'endurance parce que c'est ce qui change tout sur les résultats du week-end. La première grosse à noter, c'est celle de Greg Black, donc de l'équipage du CERT, qui chute pendant la 3e heure alors qu'ils étaient très bien placés au classement suite à un gros problème électronique. Fort heureusement, ils ont pu repartir et en début de nuit, le staff a eu un problème technique encore une fois. Ils ont dû faire face à la casse de la biellette de sélecteur et c'est Damien Saulnier qui disait très bien d'ailleurs que ces courses sont toujours mystérieuses, palpitantes mais tellement stressantes suite à toutes ces chutes parce que c'est vraiment des moments où les espoirs de victoire peuvent partir très vite. Et donc c'est le Yart qui avait pris la tête de la course après la chute du CERT jusqu'à la 15e heure à peu près, mais ils ont complètement perdu leur chance de victoire lorsque Annika a chuté au S-Bleu au petit matin, donc
évidemment, c'était à la fois ultra stressant pour eux et pour nous, ça remettait tout en question parce qu'on savait pas qui allait être en mesure d'aller prendre la tête de la course. Les relais se sont enchaînés dans la nuit. Du côté des autres teams qu'on suivait assidûment, on avait, comme je le disais, le team Tecmas, qui était eux déjà légèrement en difficulté puisque Loïc Arbel était blessé, et ils ont commencé avec une course pas si catastrophique malgré les conditions un peu compliquées, mais ils ont subi une chute de leur pilote estonien Hannes Sommer un peu avant 23h, qui a complètement rabattu les cartes de leur week-end puisque le pilote était blessé et il souffrait d'une luxation à l'épaule et il a dû déclarer forfait pour le reste de la course, ce qui fait que l'équipage a vu son nombre de pilotes réduit avec un second pilote qui était déjà dans une situation un peu compliquée. La BMW a pu rentrer au stand et après quelques minutes de réparation, ils ont pu reprendre la course et ils ont pu repartir à la 24e position du scratch, et les relais se sont enchaînés dans la nuit sans trop de soucis pour eux, jusqu'à un problème sur la moto peu après 8h le dimanche matin et avant le cap des 3/4 de la course qui a contraint Kenny Forêt à ramener la BMW au stand pour la confier à ses mécanos. Tecmas était dans son 580e tour sur le circuit, ils étaient 18e au scratch, 7e en superstock, ils ont fini par devoir abandonner parce que c'était trop compliqué. C'est les risques de l'endurance malheureusement. Dans les abandons, on a aussi le team d'Alexis Masbou qui s'est fait une grosse frayeur dans la nuit avec une grosse chute qu'on a pu voir plusieurs fois en replay d'ailleurs pour ceux qui étaient devant les 24 heures pendant le week-end. Et pour finir, dans les teams qui avaient un peu leur place aux avant-postes, il y avait le team Kawasaki. Ça fera plaisir à Étienne s'il passe par là qu'on en parle, vu qu'il nous a parlé de ça tout le week-end. Ils étaient installés dans le top 3. Ils ont vu leur tableau de marche enrayé à l'heure du petit-déj parce qu'ils ont eu un problème d'échappement. Et on a aussi la Honda, la numéro 5, qui était tenante du titre sur le circuit Bucati, qui a connu en début de course 2 chutes qui ont fait que leur chance de victoire était complètement anéantie. Et donc le team composé de Josh Hook, Magdi Meglio et Alan Techer, qui sont remontés de la 45e à la 10e place, ont finalement eu une casse de la chaîne durant la 23e heure, et ils ont dû abandonner. Ça, c'est vraiment horrible, c'est les pires casses quand c'est 1 heure avant la fin de la course. Enfin, t'as fait le plus dur et tu finis par devoir abandonner, c'est horrible. Ouais, je rebondis ce que tu disais par rapport à la chute, les chutes qu'il y a pu y avoir dans tout le week-end. Les conditions de piste, elles étaient vraiment compliquées. Les températures, elles étaient super froides et cette année, c'était vraiment surprenant de voir à quel point c'était plus une course à élimination plus qu'une course d'endurance. Donc c'était vraiment chaud, quoi. Ah mais c'était fou, enfin même vous, parce que je dis vous parce qu'avec les gars de l'ART vous étiez plusieurs à être commissaires, enfin j'ai l'impression que tous les commissaires sur les différents postes du circuit ont vraiment beaucoup bossé dans le week-end, il y a quand même eu des choses assez impressionnantes et vous avez pas chômé, quoi. Ouais, il y en a eu partout. Il y en a eu vraiment des chutes vraiment partout. C'est ce que je disais juste avant, les conditions de piste étaient tellement froides et les pneus, les nouveaux pneus là en stock, par exemple les Dunlop, réagissaient pas très bien quand il faisait très froid. Enfin, de toute manière, je pense que n'importe quel pneu quand c'est froid, c'est pas terrible. Mais là, particulièrement, c'était difficile de les maintenir en température et puis c'était difficile pour les pilotes de rouler correctement. Donc, ceci explique aussi pas mal toutes les chutes. Ouais, et puis comme tu dis, c'était surtout une course à élimination parce qu'au final, il y avait 48 engagés sur le week-end et il y en a que 27 qui ont rallié l'arrivée. Ça représente que 56% des pilotes classés, enfin des teams classés. Donc c'est vraiment pas énorme sur une course comme les 24 heures du Mans Moto, quoi. Ouais, c'est franchement beaucoup d'abandons et il y en a pas mal d'abandons suite à des chutes, hein. C'est surtout ça aussi qu'il faut regarder. Parce qu'il y a souvent des problèmes mécaniques et l'endurance parfois se réserve un petit lot de surprises par rapport à la mécanique. Mais là, il y a eu beaucoup de chutes. Et ces chutes-là ont souvent entraîné d'autres casses derrière ou d'autres problèmes derrière qui font que les teams sont obligés d'abandonner. Mais les principaux problèmes qu'ils ont rencontrés, c'est vraiment du coup la température de la piste et toutes ces chutes. En même temps, il faisait tellement froid pendant le week-end. Enfin, c'était...
La nuit, c'était horrible. Déjà, on se dit que pour nous, tu vois, juste à l'extérieur, sans être sur la moto et sans avoir tout ça à gérer, c'était compliqué. Mais pour eux, ça rajoute des conditions. On est loin du grand soleil du Mans, quoi. Ouais, je sais pas comment ils font. Dans leurs gants, ça doit être gelé. Un Loïc Arbel, je lui tire mais mon chapeau 1000 fois quand je vois qu'il a roulé blessé par ces températures-là. Je sais pas où était le plaisir, mais bon, il l'a fait, donc franchement, chapeau à lui. Même s'ils finissent pas, pour moi, c'est vraiment le pilote de cette course cette année. C'est clair. Mais tu vois, il y avait une photo, c'est Davino sur les réseaux qui était sur place durant le week-end et qui faisait pas mal de photos. Et quand on parle du fait que les pilotes ont froid, il a fait une photo de Doriano Vietti-Ramus, donc le frère de Celestino Vietti, à un moment où il a plu un petit peu. Et tu vois que sur la moto, mais tu le vois sur son visage qu'il est frigorifié. Tu vois qu'il a qu'une envie, c'est de dire c'est bon, ramenez la moto au box, moi je vais me coucher, il fait trop froid, c'est pas gérable, quoi. Ouais, c'est franchement impressionnant. Même nous en tant que commissaire sur le côté, heureusement j'ai pas eu des relais en pleine nuit, mais c'était frigorifique, hein. Vraiment, il faisait très très froid. Le matin à 7h, c'était vraiment, je sais pas comment vous avez fait, parce que moi quand je vous ai rejoint sur le circuit, je me suis dit ok, les gars doivent être frigorifiés. Après, Audrey a été gentille de pas vous mettre les relais de la nuit. Vous avez eu quand même de la chance. Après ça tourne tous les ans, donc l'année prochaine on y aura le droit, c'est sûr. Tu vois, du coup, quand on parlait aussi des courses à élimination, il s'est passé un truc qui est quand même sorti d'un chapeau. C'est la Aprilia 111 du team Avio Bike qui se battait pour le podium super stock. Elle est rentrée au stand à 1 minute de la fin. Alors tu te dis que du coup c'est un peu perturbant alors que pendant ce temps-là, tout le monde traversait la pit lane pour aller sur le muret et sur les résultats, du coup, elle est pas classée parce qu'elle a pas franchi la ligne d'arrivée. Et en fait c'est Auton du coup qui a cherché un peu à comprendre ce qui s'était passé, parce que on a vu ça d'un coin de l'œil sans trop comprendre avec l'effervescence de la victoire du CERT. Et en fait c'est Kevin Kalia qui était au guidon à ce moment-là qui a expliqué qu'il avait une crevaison à la roue avant et qui roulait sur la jante et qui du coup il voulait repasser au box pour réparer, sauf qu'il avait pas conscience du temps qui restait sur la fin de la course. Et son équipe lui a dit qu'il restait moins d'1 minute, donc il pouvait pas repartir. Ils ont voulu changer la roue, sauf que pendant ce temps-là, il y a le CERT qui est passé sous le drapeau à damier, donc c'était terminé. Et Kevin a dit à Auton que les mécanos auraient dû continuer de le laisser... aurait dû lui dire de continuer sans s'arrêter et ressortir de la pit lane et presque de limite finir le tour sur la jante d'une manière ou d'une autre pour être classé. Mais au final, ils se sont juste pas classés et ils ont perdu un podium en super stock. Donc c'est vraiment des trucs où tu te dis, jusqu'à la dernière minute, tout peut changer dans ta course. Jusqu'à la dernière minute, tout peut changer. Alors pour la petite anecdote, eux, ils sont pas classés, mais ils ont passé la ligne d'arrivée à leur manière, hors la loi, mais ils l'ont fait. En gros, quand ils ont ressorti la moto, il me semble que ils ont remonté la pit lane à l'envers et ils sont ressortis par l'entrée de la pit lane, ce qui est strictement interdit. Et il a refait un tour avec sa moto, donc en passant l'arrivée. Les mécaniciens, je crois qu'ils n'avaient même pas remonté l'étrier avant. Il a fait un tour avec un étrier avant qui pendait au niveau de la roue. C'était assez folklorique. Quand je l'ai vu repartir, il est passé juste devant nous. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible. C'est juste l'envie de passer la ligne d'arrivée à tout prix. Après, on est bien placé pour savoir ce que ça fait d'avoir envie de passer ta ligne d'arrivée quand t'as pas dormi pendant 24 heures. Exactement. Enfin, en fait, c'est tout un symbole pour eux, pour les équipes d'endurance. Faut savoir que les gens voient que la course de 24 heures, mais ils voient pas tout le travail qu'il y a en amont. Alors, même si on est disqualifié, ne serait-ce que par fierté à pousser la moto, on passera cette ligne d'arrivée parce que c'est tout un symbole de le faire, quoi. Et du coup, comme je disais, la ligne d'arrivée, c'est la Suzuki numéro 12, donc le CERT qui l'a passé en tête avec l'équipage composé de Greg Black, Étienne Masson et Dan Linfoot. Sur la deuxième marche du podium, c'est placé le team BMW avec la 37, qui était composée de... Oula, alors attends, parce que ça va mettre ma prononciation à rude épreuve. Michael Fick, Reiter Berger. Auton va me dire que je le prononce mal encore une fois, et Guintoli, ça va, je maîtrise en termes de prononciation. Et sur la troisième marche du podium, du coup, c'était le Yacht avec Canepa, Fritz et Annika. Et le top 5 finit par être composé du coup de la Kawasaki numéro 11 et de la Honda 55.
Au 6e au classement général, c'était la Honda 4 de Tati Team qui roule avec un pilote qui est en FSBK, qui est Perolari, qui a pu s'honorer de terminer première équipe indépendante. C'était la première victoire du team avec la CBR 1000 RRR. Voilà, donc ça c'était pour les résultats du général. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est quand même les résultats du super stock, parce qu'il y a quelqu'un qui nous intéresse beaucoup dans ce classement. Les premiers à terminer un super stock, c'était la Honda 55 avec Sébastien et Valentin Suchet et Guillaume Raymond. En numéro 2, ce qui t'a valu de boire du champagne, François, c'est la Honda 41 avec le team où officie Martin Renaudin. Et en 3e, c'était la Yamaha 36, donc le team 3ART Best of Bike, où officie du coup le frère de Celestino Vietti, Doriano Vietti Ramus. Voilà, ça c'est un peu pour les classements du week-end. Et en stock, ça s'est joué à pas grand-chose, hein. Pour le podium du 3ART, il y a des commissaires qui ont été super réactifs pour remettre la moto dans le camion. Ça c'est coup de chance parce qu'il s'est tombé pas loin de la ligne, la pit lane, donc le camion était pas trop loin, donc il a pu arriver assez rapidement pour que les commissaires mettent la moto dans le camion, parce que le pilote est parti au médical, et grâce à l'intervention rapide des commissaires, ils sont quand même ressortis une poignée de secondes devant le 4e, juste avant l'arrivée. Mais de toute façon, le podium Superstock, on l'a suivi jusqu'à la fin. C'était vraiment, tu savais pas à quoi t'attendre dans tous les cas, avec tout ce qui se passait sur le week-end. C'était vraiment impressionnant. Voir les écarts qu'il peut y avoir sur une course de 24 heures, ils sont vraiment infimes. Alors, vraiment chapeau à tous ces gars qui se tirent la bourre pendant 24 heures et qui gardent des écarts plus qu'infimes. En parlant de gars qui se tirent la bourre, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le week-end de Martin ? Il fait un week-end solide, hein. Il est en train d'apprendre la moto. Il se sent bien dans son équipe, il connaît ses objectifs. Je trouve qu'il fait une adaptation quand même plutôt rapide à la moto, et on sent qu'il prend du plaisir sur cette moto. Donc moi personnellement, je suis hyper content pour lui, hyper fier de lui pour son podium. L'année dernière c'était 3, cette année c'est 2, l'année prochaine c'est 1, et j'espère ne pas me tromper. En tout cas, on lui souhaite la première marche à un moment ou à un autre, mais je pense que toujours que le travail paye, et Martin c'est un gros travailleur, et bientôt la victoire elle sera pour lui, c'est sûr. La victoire et les titres, vu le travail qu'il met, il n'y a pas de raison, et en plus de ça, il sait très bien s'entourer maintenant. C'est ce qu'il expliquait, c'est qu'il est entouré de Romain Guillot pour toute sa prépa, etc., pour son entraînement aussi. Romain Guillot qui était l'ancien coach préparateur, etc., de Johan Zarco. Donc je pense que ça fait beaucoup aussi dans une préparation de pilote au final de s'entourer de personnes d'un tel calibre pour être en mesure derrière d'aller chercher des victoires. Ouais, c'est sûr. Et puis le jour où ça va arriver, où ça va décrocher un titre, ce sera que plus beau, parce qu'on saura par quoi il est passé, et ce sera que plus beau. Et j'en profite quand on parle de Martin pour dire un petit mot là-dessus, c'est que Martin, c'est aussi beaucoup de volonté et de courage pour finir ses saisons. Les saisons, ça coûte très cher, faut l'avoir bien en tête, et ils ont lancé avec Yann un concours pour pouvoir financer la fin de saison de Martin en FSBK. Donc faut pas hésiter à aller jeter un œil et à participer dans la mesure des moyens de chacun et du possible, parce qu'en France, on a des super pilotes et il faut vraiment prendre le temps de les soutenir et de pouvoir les mettre en avant. Et si on peut les soutenir encore plus d'un point de vue financier, c'est encore mieux, parce que ça serait dommage de gâcher du talent pareil sous prétexte de manque de moyens au final. Ah, c'est clair, franchement, allez-y si vous pouvez, c'est que des gros coups de pouce pour lui, et ça payera. Moi je l'affirme, j'en suis convaincu. On va revenir du coup rapidement sur la victoire du CERT, puisque c'est quand même eux qui ont décroché ce titre. C'est Greg Black qui a passé la ligne d'arrivée, et c'était une émotion assez particulière pour eux, que ce soit dans le box ou même dans les tribunes. Et on a eu la chance d'avoir les retours de Étienne Masson et Greg Black qui nous ont débriefé un petit peu leur week-end. Donc on vous laisse écouter ça. Eh bien, cette course avait mal débuté avec
avec la chute de Greg. Pourtant, on suivait le tableau de marche, à savoir qu'il fallait vraiment donner du rythme tout de suite. Donc on était premiers, on était devant, on avait déjà créé un petit écart. Et tout se passait très bien. Malheureusement, voilà, la chute de Greg est arrivée. Et derrière, en plus, on prend un ride-through, donc ça nous pénalise quand même pas mal. Cependant, on n'a pas lâché, on s'est vraiment donné à 200% tout le long de la nuit. On a vraiment beaucoup forcé pendant la nuit. Et arrivé au petit matin où les températures étaient les plus basses, on a eu entre 0 et 2 degrés à partir de 6h du matin. Et on a pris l'option de jouer la sécurité avec des pneus soft qu'on n'apprécie pas tellement, mais avec lesquels on était sûr d'être le plus en sécurité possible. Et quitte à sacrifier un peu notre rythme d'une demi-seconde, voire une seconde pleine. Et je pense que ça a été la bonne option, puisque voilà, le Yard se fait piéger un petit peu à cause de ça. Donc voilà, on est après, dès qu'on a pu remettre les médiums à partir de 9h du matin, on a pu reprendre un rythme normal et dérouler non sans mal, parce que on avait encore un petit peu de pression de l'ABM et bon, la pression on l'a complètement supporté, puisqu'on a réussi à tenir le rythme, voire à recréer un petit écart de sécurité, et après voilà, on a franchi la ligne d'arrivée. Donc bien sûr, ça fait du bien à toute l'équipe. Yoshimura a beaucoup travaillé durant l'hiver pour faire évoluer la moto, même si sur le papier elle est un peu vieillissante. Là, on l'a complètement redécouvert. Le team a beaucoup travaillé et nous a amené des nouvelles pièces qui nous ont permis d'augmenter un petit peu le rythme comparé à l'année dernière. Et voilà, ça fait énormément de bien à tout le monde. Après la victoire du Bol qui avait clos la saison dernière, là on attaque avec une nouvelle victoire aux 24 heures du Mans. Donc j'espère que la lancée ne s'arrêtera pas d'aussitôt et qu'on va pouvoir enchaîner les victoires jusqu'à la fin de la saison. Voilà, merci à tous. Oui, donc la course s'est très bien déroulée. Vraiment content d'être une nouvelle fois en haut de la première marche du podium. C'est une troisième victoire pour moi, pas consécutive parce qu'on a loupé l'année 2022, mais je dirais que c'est surtout une belle revanche sur l'année dernière. On avait également une belle vitesse et performance. Malheureusement, on n'a pas eu de chance. Pour ce coup-ci, on a réussi à faire un départ en toute sécurité et montrer qu'on était vraiment rapide avec l'équipe du Yard. On a réussi à s'échapper directement. Et au bout de 3h30 de course, on avait 14 secondes d'avance sur le Yard. On a vraiment réussi à distancer les concurrents avec nous et l'équipe du Yard. Ça a été une course de grosse bataille. Malheureusement, on a eu un petit dysfonctionnement au niveau électronique sur la moto qui a fait une remise à zéro de l'électronique. Du fait, on n'avait plus d'antipatinage sur la moto et ce qui a amené à la chute, parce que je ne savais pas qu'il y avait plus ce système qui était en route. Donc une chute un peu dommage, parce que on était en sécurité, on avait un rythme soutenu mais plutôt en sécurité. Mais voilà, l'équipe a fait du travail incroyable pour réparer la moto en 6 minutes. On est ressorti assez loin au classement, mais que à 4 tours du Yard. On a réussi à remonter au fur et à mesure tout le plateau pour remonter à la 3e place et d'ailleurs remonter très proche de la BMW, qui eux n'ont pas vraiment eu de soucis. Et ensuite, c'était au tour du Yard de faire une erreur au petit matin, quand les conditions étaient difficiles. Jusqu'à 4 heures du matin, on avait des conditions froides mais correctes. On a pu rouler assez vite, même très vite. Ça n'a jamais roulé aussi vite au Mans. On roulait dans les temps quasiment de qualification toute la course. Après, on a une période de 2h30, 3h avec la rosée et le froid à moins de 4 degrés, où il a fallu faire attention et pas se faire piéger, comme le Yard s'est fait piéger. Donc on a fait attention pendant cette période, et après on a pu reprendre un rythme soutenu pour garder la tête de la course jusqu'à la fin et garder un peu plus d'avance sur l'équipe de BMW. Donc vraiment content de cette victoire, fier de rapporter une nouvelle coupe à la maison, et mes coéquipiers ont fait un travail incroyable. Ils ont été vraiment rapides et solides, et mon équipe du Yoshimura CERT Motul nous a apporté une moto fiable, rapide et hyper efficace. Tout le staff technique a fait un travail incroyable, donc vraiment content de repartir en tête du championnat et hâte d'être à la prochaine course à Spa.
Voilà, donc c'est toujours ultra intéressant d'avoir des pilotes d'un tel acabit et d'avoir ce type d'interview. On a vraiment beaucoup de chance. Je pense que je le répéterai jamais assez d'à quel point je suis reconnaissante d'avoir ce type de pilotes qui prennent le temps de nous raconter leur week-end. C'était un peu particulier pour le CERT pendant le week-end, puisqu'ils avaient une nouvelle personne dans leur équipage qui est Dan Linfoot. Dan Linfoot qui lui aussi a pris le temps de nous débriefer son week-end. C'est un peu particulier pour les auditeurs de Seki en Pole, puisque cette fois l'interview est en anglais. Donc on vous laisse écouter ça et François va se faire le plaisir de nous dire en quelques mots après ce qu'il a raconté pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Hi, yes, of course. So super happy to take the victory in Le Mans, my first race with the team. Incredible feeling. Obviously we had a small crash from Greg in the early part of the race, so we had to recover strong during the night. We pushed very hard over the night time. In the early part of the morning, the track condition was a little bit more difficult, so we had to take some caution then and reduce the lap time a little bit to keep safe. And again, then after that, we could drop back to the correct tyre that we want to use and to the lap time that we need to maintain. Yacht then had a problem with a crash, so we were promoted to the lead. And after this, we took the secure option of just a safe lap time to bring the bike home to the finish to win the race. So it was an unbelievable feeling for me. I didn't expect this in my first race with the team, but I know the team works super hard. The teammates ride very consistent. So I want to thank everybody in the team for all the effort that they put in. For me, I was a little bit nervous before the first stint because it's my first race with the team. So I wanted to do a good job. I wanted to stay calm. After the first stint, I was much more relaxed, so I could ride the bike in a much more calm way after this. So that was nice to get to that point. So yes, we moved to Spa now. Spa is one of my favourite tracks. Clearly the bike is working well, team is working well. So right now I'm just super happy. I have a big smile on my face and looking forward to the next race in Spa. So thank you everybody and see you then. Alors bon bah du coup on voit bien que là ils ont passé une course assez mouvementée. Avec les chutes, il dit que le gros boulot qu'ils ont dû faire, c'était principalement pendant la nuit où ils ont dû vraiment mettre un petit peu plus de rythme, ralentir un petit peu au petit matin pour du coup pas refaire d'erreurs, rester constant et consistant. La chute du Yacht après leur a profité, donc eux bien évidemment se font pas prier, ils prennent cette bonne position au classement général. Et plus personnellement, il disait que son tout premier relais du coup avec l'équipe en course était assez stressant, mais une fois ce premier relais passé, il s'est bien détendu, il a bien compris comment tout fonctionnait et il a vraiment pris du plaisir avec l'équipe. Il remercie grandement son équipe et puis non, il est vraiment content. Il a hâte de voir la suite puisque le prochain rendez-vous c'est à Spa. Spa, c'est un circuit qu'il adore. Il aime vraiment rouler là-bas. Il dit que la moto va bien aussi là-bas, donc on a hâte aussi de voir ce qui va se passer à Spa avec eux. Je pense qu'on peut les revoir sur la plus haute marge du podium. En vrai, j'espère. C'est Team Yamaha dans mon cœur depuis toujours, mais j'avoue que cet équipage en endurance, il fait quand même rêver. C'est quand même un équipage qui est très fort et un team qui se donne les moyens. Donc moi, je t'avoue, aller voir gagner à Spa sur ce circuit qui est incroyable en endurance en plus, on y croit un petit peu quand même. Ouais, et puis là, la course à Spa, elle est plus courte, donc ça va être vraiment intéressant à voir. Je pense que ça va batailler Tiens, dur. en parlant de courses plus courtes, est-ce que tu as une idée du nombre de kilomètres que la Suzuki a parcouru sur le week-end sur la course? C'est 3586,5. Ça représente 857 tours, si t'es à 149 km/h de moyenne. Et tu sais, non, mais c'est vraiment fou. de la Le folie. record de distance, c'est 3599. Et c'était par l'équipe GMT 94 en 2017.
Enfin, tu dis l'endurance, tu dis l'endurance, c'est vraiment un sport de ma boule. J'avais entendu, pareil, en préparant un peu l'épisode, j'avais entendu des personnes dire ouais, mais l'endurance c'est moins fun que le MotoGP, ça va pas aussi vite, c'est pas aussi dingue. La vitesse de pointe la plus élevée enregistrée dans le week-end, c'était par le Yard et c'était 303,6. Enfin, t'imagines Ouais. Le Yacht, elle marche vraiment, bah, vraiment puis après fort, leur la chute, moto. en même temps, ils sont ressortis le couteau entre les dents. Hein. Canepa, il avait qu'une envie, c'était d'aller récupérer ses tours aussi. Donc forcément, son meilleur tour réalisé, c'est 1:35,791. Ouais, et puis leur temps qualif, il est impressionnant aussi. Hein. Ouais, bah, pendant les qualifs, il a fixé le nouveau record du circuit pour les 24 heures moto. Il a roulé en 1:34,708. Enfin, tu vois, quand on vient me dire que ça va pas aussi vite qu'en MotoGP, je suis en mode les gars, c'est pas la même chose, mais ça va vite quand même. Après, pour les qualifs, je connais pas les spécifications, mais il semblerait que la moto soit vraiment, vraiment, vraiment affûtée pour une qualif, quoi. Ça, il faudrait... la prochaine fois qu'on fera un débrief des 24 heures, on invitera Valerio, du coup, pour qu'il nous raconte tout ça, parce que je pense qu'il en aurait des choses à nous dire sur la moto du Yacht. Ah oui, je pense qu'il a des choses à dire. On va refaire un petit point avant que moi je te demande ton ressenti sur le week-end. On parlait d'un pilote et je pense que c'est vraiment le pilote qu'on suit et qui mérite de notre respect concrètement après ce week-end de course. C'est Loïc Herbel, donc comme on le disait, qui est arrivé sur le week-end en étant déjà affaibli et blessé et qui a quand même tenu à faire ses relais, qui a quand même tenu à monter sur la moto, à pas lâcher son équipage, à pas lâcher son team, qui a quand même donné de lui-même sur tout le week-end. Et du coup, pareil qu'avec l'équipage du CERT, on a eu le plaisir de l'avoir à notre micro pour nous débriefer sachant que Loïc fait ça très bien. Il est très bon dans l'exercice. Il a fait ça de manière vraiment précise et fournie. Donc je vous laisse écouter ça. Pour moi, la semaine des 24 heures du Mans cette année a été relativement difficile. Donc j'étais assez confiant, j'étais un peu déçu parce que si tu veux, j'étais assez confiant depuis le début de saison, on avait fait une plutôt bonne pré-saison. Moi c'est ma première saison en vitesse sur la 1000, donc on a roulé un petit peu cet hiver et ça s'est tout de suite relativement bien passé. Ensuite est arrivé le FSBK du Mans, donc dans des conditions délicates, j'étais super content de ne pas m'être fait piéger. On a fait les tests Prémant, on a fait des tests pour le FSBK. Et à chaque fois, ça a été dans des conditions vraiment pourries, où il faisait froid, avec de la pluie, etc. Et l'an dernier, avec la 600, je m'étais blessé parce que quand j'étais revenu la première année, on n'avait pas eu de pluie et je connaissais pas Le Mans sous la pluie, parce qu'au final, j'ai fait pas mal d'Espagne et Le Mans, j'avais jamais roulé avec la 600. Et donc l'année dernière, ça avait été assez catastrophique. Pareil, avant les 24 heures, je m'étais blessé au pouce, je m'étais fait opérer donc 2 semaines avant les 24 heures. Au final, on avait gagné les 24, donc bon, ça avait un peu effacé toute la galère, on va dire. Et cette année, j'étais sur une bonne dynamique. Le FSBK au Mans s'est relativement bien passé. Ma première course en 1000. Dans des conditions pareilles, vraiment délicates. La première course sur le séchant, la deuxième course sur le mouillé. Donc je fais 5 et 6, je gagne les 2 courses en Challenger. Et voilà. Et en fait, du coup, on avait un week-end de battement avant les 24 heures du Mans, où je travaillais avec mon motoclub. Et en fin de journée, je rentre dans un virage vraiment pas vite, où je faisais... En fait, j'ai fait les baptêmes et un peu de coaching. Et le soir, c'était avec, j'ai roulé un petit peu comme ça. Et en fait, je rentre dans un virage et il y a une vitesse qui est pas rentrée. Quand j'ai mis la première, et d'un coup, elle s'est enclenchée, ça m'a bloqué la roue arrière, je suis tombé. Et du coup, j'ai fait des examens. Donc ça, c'était le samedi, juste avant la course. Et du coup, j'ai le pied, le 3e méta cassé, donc le pied cassé. Et surtout, le truc qui m'a plus dérangé, j'ai la clavicule. Là, j'ai fait les examens cette semaine, je finirai. Grade 3, j'ai la clavicule, une disjonction de la clavicule. Donc, j'ai
3 ligaments en gros qui tiennent la clavicule vers le bas et qui la tiennent à l'épaule, en gros à l'acromio, qui sont rompus. Donc voilà, ça le samedi avant la course, donc forcément ça a un peu vraiment stoppé la bonne dynamique, c'est un peu compliqué toute la semaine. J'ai la chance d'avoir Arnaud et Team Tecmas, si tu veux, vu que c'est le double projet, qui a été super compréhensif. Il sait que de toute façon, moi, comme l'an dernier, même si je suis en galère, je donnerai mon maximum pour pouvoir faire tout ce que je peux. Et c'est encore ce que j'ai fait, même si cette année, on n'a pas la récompense au bout qui atténue un peu toute la galère, mais voilà. Et si tu veux, du coup, moi je suis venu que le mercredi. J'ai pas fait les essais les essais début de semaine le mardi pour pouvoir récupérer. Et donc voilà, j'ai pas fait les essais de mardi. J'ai enchaîné donc lundi, mardi. À mort du kiné, etc. Et je suis arrivé au Mans donc mercredi pour la parade. Et puis du coup jeudi on a prévu d'essayer de rouler. Franchement c'était vraiment très très douloureux. J'ai fait que quelques tours. Dans tous les cas, moi je m'étais mis en tête de d'abord me qualifier. J'ai fait la qualif 1 et l'idée c'était de se qualifier. Après on voyait ce qu'on faisait parce que quand je suis parti, les premiers tours, c'était vraiment costaud niveau douleur et niveau gêne. Je sentais vraiment la clavicule pas stable, etc. Et je roule quand même correct. Je fais en très peu de tours à la qualif, je crois. La qualif 2, je fais 38, je roule en 38, petit 38, je crois. Donc, ça n'a pas permis, c'était inutile. Il aurait fallu rouler en 37 pour pouvoir permettre, vu que c'est les 2 meilleurs temps qui qualifient l'équipe, que ça ait vraiment un intérêt. Ouais, j'ai pas pu les aider pour faire la pole, malheureusement. J'étais un peu déçu de ça parce que vu la bonne dynamique, j'étais clairement capable de pouvoir faire beaucoup mieux et de pouvoir du coup on perd la pole pour que dalle, pour même pas un dixième. Et je me sentais un peu coupable de me dire en fait j'ai pas pu les aider à aller la chercher. Donc voilà, et j'ai vu que j'étais vraiment en galère. Avec Arnaud, on a décidé que je roulerais ni aux essais de nuit, ni à la qualif 2, ni au warm-up, pour que, en gros, ils ont été sympas. Si tu veux, ils voulaient quand même que je sois dans l'équipage. J'ai pas roulé donc du reste de la semaine, et l'idée c'était qu'on soit, on récupérait, donc ça c'était déjà un peu prévu à la base. Hannes Sommer, donc qui était 4e pilote, donc pilote de réserve sur la 37. Et qui roulait, donc ils roulaient les 3, Hannes, Yann et Kenny, et moi en gros j'étais là, j'ai affirmé à Arnaud que je pourrais faire au moins un relais de sûr, et qu'en fonction de comment se déroulerait mon relais, je pourrais en faire 2, 3, 4, on verrait par la suite, mais l'idée c'était que voilà, je fasse un relais relativement tôt dans la course, qu'on voit comment je me sente, et ensuite si tu veux, je continuerai plus ou moins en fonction de comment je me ressentais au niveau des douleurs, et de manière à me préserver quand même, parce que là je suis sur la route cette semaine, on a les noms, donc l'idée c'était quand même d'arriver à, sans que ça nuise au résultat du projet endurance, d'arriver quand même à ne pas trop me dégrader, de manière à être quand même relativement en forme pour pouvoir performer ce week-end. Donc voilà, ça c'était le plan initial. Comme souvent en endurance, ça se passe pas comme prévu. Donc je fais mon premier relais, ça s'est relativement bien passé, j'ai roulé plutôt vite. Donc d'un point de vue performance, c'était plutôt bien. Bon, j'ai eu pas mal de douleurs, j'ai pris pas mal de médocs et j'étais quand même en galère. Mais j'ai réussi à faire mon premier relais. Ouais, j'ai dit à Arnaud, écoute, si je dors pas mal, je peux peut-être en faire 2, 3. Voilà, on verra. Mais j'ai fait celui-là en fin de bout de 4-5 heures de course, et il restait une vingtaine d'heures. Je dis je peux peut-être en refaire quelques-uns. Je peux en refaire quelques-uns, donc voilà, sauf que 1 heure après mon relais, malheureusement il y a Hannes qui est tombé, et du coup là c'est un peu tout remis en question, parce que du coup il reste je sais plus combien de temps il restait, mais c'est avant les 8 heures de course, donc il restait 17-18 heures de course. On n'a pas marqué de points, on était en tête, mais on n'a pas marqué de points, parce que du coup, c'est arrivé juste avant les 8 heures.
Et du coup, là, il n'y a pas eu trop le choix. Vu que l'équipe s'est retrouvée, Hannes blessé, il a exactement la même chose que moi. Il a une disjonction de la clavicule. Donc lui, il pouvait pas rerouler de suite, hein, ça c'était sûr. Donc en gros, là, on s'est retrouvé un peu tout le monde en galère, à dire qu'est-ce qu'on fait. Et moi, franchement, j'étais pas vraiment enthousiaste à l'idée de me dire que j'allais devoir faire 5, 6, peut-être plus relais, à galérer, à souffrir. Donc voilà, mais bon, c'est ça le but. Arnaud, il m'a fait confiance à chaque fois quand c'était la galère pour moi. Je peux pas le laisser tomber, donc voilà, on réussit ensemble, on galère ensemble. Sur le moment, j'étais vraiment deg, mais voilà, on est parti pour ça et du coup, on a roulé toute la nuit. Et du coup, si tu veux, une des chances, et je le remercie qu'on a, c'est d'avoir Kenny dans l'équipe. Parce que vraiment, voilà, son expérience et sa condition font que voilà, on peut pas lui enlever que là, pour le coup, encore une fois, quand il y a des galères, il est là, c'est le pilier. Et en fait, il a enchaîné vraiment beaucoup de relais. Moi, je me sentais plutôt pas trop mal, donc ce que j'ai essayé de faire aussi, j'ai enchaîné plus une fois, donc Kenny a roulé, j'ai roulé, Kenny a roulé et j'ai reroulé derrière pour qu'on fasse un saut et qu'après ce soit Yann et que Kenny puisse avoir un relais off, parce que sinon il avait prévu de faire 1 sur 2 jusqu'à la fin de la course. Et voilà, même si j'étais blessé et que j'étais en galère, faire un relais sur 2, voilà, c'est costaud, quoi. Donc voilà. Et donc on a fait ça, on a enchaîné. Moi j'ai fait 3 relais et on a tourné donc avec Yann, et Kenny a enchaîné pas mal. Et on est remonté 3e, enfin 4e dans le même tour que le 3e. On allait passer 3e et malheureusement à 9h30 du matin, Kenny est rentré et un problème, un bruit. Et voilà, on a encore eu un problème technique. Donc voilà, c'est les courses de 24 heures. Pour le coup, celle-là, elle était vraiment ingrat. Ça a vraiment pas récompensé que ce soit. Moi, de mon côté, clairement, franchement, avec la blessure, j'ai galéré, j'ai souffert toute la course. Kenny a enchaîné vraiment beaucoup de relais, tous les autres coéquipiers ont enchaîné pas mal, et ouais, tous les mécanos qui donnent de leur mieux, tout le boulot de tout le monde, franchement, ça n'a pas payé. Donc elles sont dures, ces courses d'endurance. Et voilà. Donc, de toute façon, on n'a pas 36 solutions, hein. C'est fait, faut l'accepter. Et puis voilà, on va aller de l'avant. Je pense qu'on on a mené la course jusqu'à qu'on ait un petit. Tant qu'on n'a pas de pépins, comme l'an dernier, on est au-dessus. Je veux dire, on a quand même de la concurrence par rapport à l'an dernier. Peut-être, des fois, on est un petit peu plus au-dessus, mais là, je pense que voilà, si on n'a pas de pépins, on gagne. Maintenant, on a des petits pépins, donc il va falloir travailler là-dessus. Là, Spa, et si jamais on va à Suzuka, c'est 2 courses de 8 heures. Donc voilà, pour nous, je pense que ça va être quelque chose de bien. Moi, j'ai jamais fait de course de 8 heures, donc ça me motive aussi. Je me dis que c'est pas forcément, étant donné que c'est pas le même format, c'est pas la même intensité. Moi, à la base, j'aime les courses de vitesse, donc je pense que voilà, une course de 8 heures, c'est plus intense. Faut pas commettre d'erreur quand même, mais voilà, tu peux te permettre. Tu sais que tu vas pas faire 8 relais, donc tu peux attaquer plus et piocher un peu plus dans le physique, quoi. Donc voilà, écoute, il n'y a pas d'autre solution. Moi, mon programme là pour la suite, tout le monde était un peu déçu, et moi le premier, mais j'essaye de dédramatiser, et puis là je vais aller dedans. L'idée, c'est de repartir sur une bonne dynamique, de limiter l'influence de ma blessure, c'est-à-dire que là je suis en tête du Challenger avec quand même déjà des points d'avance alors qu'on a fait que Le Mans, et du coup voilà, moi là l'objectif, aller dedans. Ils annoncent de la pluie, et même sur le sec,
Je pensais être plus en délicatesse d'un point de vue performance au Mans qu'à l'Édnon, parce qu'on avait fait les tests à l'Édnon et ça s'était vraiment très bien passé. Donc moi, mon objectif était de monter en puissance. Le Mans, je pensais que j'allais être en galère. Je repars 5e du championnat et en tête du Challenger. Clairement, à l'Édnon, je pensais être mieux qu'au Mans. Donc même si je suis diminué physiquement, je vais tout faire pour au moins garder ce leadership en Challenger, essayer de gagner de courses quand même. Et voilà, après, je me fixe aucun objectif général, on verra bien comment ça se passe. Et voilà, et après, il y a un mois avant Nogaro, donc l'idée après, c'est vraiment de faire un reset et de tout remettre à zéro, bien récupérer physiquement, repartir dans une bonne dynamique comme on l'avait fait pour pouvoir continuer la saison à partir de Nogaro correctement. Et après, tout ce qui va venir, ça va s'enchaîner encore une fois. On a un mois off et après, on a Nogaro, Spa et voilà, tout va se renchaîner à nouveau. Donc voilà, il va falloir récupérer pour être prêt et pour pouvoir progresser comme c'était prévu toute la saison. L'objectif, je m'étais pas vraiment fixé d'objectif bien défini, clairement, même si pour moi c'est pas vraiment c'est insignifiant. L'idée c'est de gagner le Challenger, mais moi je me compare quand on me panote, je me panote pas par rapport au Challenger, je m'en branle le Challenger. Moi ce que je veux c'est le général. Et voilà, là je fais 5 et 6. Moi mon objectif c'était de me rapprocher d'être dans les 5 à partir de milieu fin d'année. J'avais aucune idée d'où j'allais me situer. Bon voilà, on fait déjà 5, c'est top, mais dans des conditions un peu délicates. Là il va y avoir du monde qui va débarquer. Je pense que dès qu'ils vont trouver des solutions, les Jérém, Guarnoni, Mathieu, Ginès, voilà, il y a des mecs costauds qui vont être en forme sur le sec. Donc voilà, moi je veux progresser et arriver à être dans ce bon groupe de devant, dans le groupe si je peux suivre. Je pense qu'il y a clairement de manière régulière les deux Honda et Kenny qui sont un petit peu au-dessus, et puis après il y a tout le groupe de derrière, Mathieu aussi qui est là régulièrement, Ginès. Donc voilà, me battre avec eux, si je pouvais finir le plus proche possible de la victoire, réduire le gap avec la première place tout au long de la saison, c'est l'objectif. Donc voilà, on va continuer comme ça et puis on verra bien où ça nous mène. Voilà, François, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que ça t'inspire un week-end pareil où tu montes sur une moto, t'es blessé et au final tu vas quand même te dire ok, je fais les 24 heures et je lâche rien, quoi. Ça dépend du point de vue, hein. En tant que fan de moto, c'est impressionnant, c'est fou. Franchement, je suis admiratif du courage qu'il peut mettre pour faire ça. Franchement, c'est vraiment respect. Bravo Loïc. Et après, je pense que ça provoque du stress, hein, pour ses proches. mais non, franchement, bravo. Dommage que ça n'a pas pu aller au bout, parce que ça aurait pu faire une très belle histoire à raconter. Déjà que c'est admiratif, donc voilà, chapeau à lui. Ouais, c'est impressionnant à voir ce que ça donnera sur la suite de la saison d'endurance. En tout cas, dans la foulée, que ce soit lui ou Kenny, ils ont enchaîné avec le FSBK. Loïc, il s'est placé sur les 2 podiums Challenger. Dans le week-end, il a fait P3 et P1. Et il y avait à peine une semaine entre les deux, donc c'était bien intense. Et je me dis que vraiment, encore une fois, les pilotes, vous n'êtes pas comme nous. Ça, c'est clair. Et là, ça va, il y a un petit mois de trêve, donc ça va leur faire du bien aussi. On espère les revoir vite sur le podium aux côtés des autres copains. Moi, je veux dire un petit mot sur les gens qu'on apprécie pas mal dans les paddocks, sur un team qui a fini 27e, c'est le team Plein Gaz, avec un pilote que tu connais bien, François. Ouais, à Plein Gaz, il y a Hervé Chéron qui roule là-bas, qui nous file un coup de main du coup pour les 23h60. Il nous conseille beaucoup, il nous donne des roues pendant les entraînements pour nous conseiller sur le pilotage, etc. Donc ouais, il a fait une petite chute, enfin une bonne chute. Ils ont quand même réparé et terminé la course, et pas tout le monde ne l'a pas fait, donc ça vaut le coup d'être souligné. Et ouais, on a suivi sa course, et c'était très intéressant, parce que ça, c'est des petits teams comme Manao, et en fait ils se battent avec leurs moyens, et ils arrivent à faire des choses très très honorables.
Du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour de la course, des teams qu'on suit et des teams, alors j'allais dire qui méritent d'être soulignés, mais en vrai, tous les teams qui participent aux 24 heures du Mans Moto méritent d'être mis en lumière parce que ça reste une organisation, un investissement et un budget vraiment énorme pour participer à cette course. Moi, j'espère qu'un jour, on y verra ART 72. Et en parlant d'ART 72, François, je voulais revenir sur un petit point. C'est que, encore une fois, ça, on le sait, normalement, les fidèles du podcast le savent. Vous êtes commissaire avec les garçons. Comment ça s'est passé de votre côté ce week-end en tant que commissaire? Et puis même... vous avez aussi pu profiter du week-end parce que, comme pour les pilotes, vous faites des relais. Donc, est-ce que tu peux nous dire 2 petits mots sur ce petit week-end pour vous? Eh bien, en tant que commissaire, faut savoir que pour nous, les 24 heures du Mans, enfin en tout cas je vais parler pour moi, je préfère faire commissaire aux 24 heures du Mans qu'au MotoGP. Alors non pas que je prenne pas de plaisir au MotoGP, rassurez-vous, je kiffe bien, mais pendant les 24 heures, en fait, on a des relais, donc on est 4 heures en poste et 8 heures en pause, puisqu'il y a 3 équipes. Donc durant ces 8 heures de pause, ça nous permet de faire le tour du circuit dans les voies de sécurité en vélo, aller voir des points de vue que on peut pas voir si on fait une course de MotoGP, puisqu'on doit rester à un seul et même poste. Donc pour ça, faire les courses d'endurance, notamment les 24 heures du Mans, c'est toujours un plaisir, vraiment. Le départ, on était vraiment derrière les pilotes au moment où ils allaient partir courir vers leur machine. Enfin, c'est l'expérience en tant que commissaire aux 24 heures du Mans, elle est folle. On est tombé sur les bons relais parce que je crois on était de 19h à 23h et ensuite on y retournait en poste à 7h, donc on n'a pas eu les relais les plus froids et donc on a eu de la chance avec ça, mais les collègues ont quand même bien souffert du froid, donc chapeau à eux et encore merci à tous les commissaires de donner leur temps pour ce genre d'événement, puisque ça ajoute de la sécurité en piste et ça n'a pas de prix. Ouais, puis vous étiez un peu plus d'une 50aine, toi, rien que dans ton équipe, sur ton secteur. Ouais, virage 14, du coup, dans l'équipe de Audrey, il y a une 50aine de personnes pour un virage. Donc ça fait du monde à gérer et Audrey l'a très bien fait. À chaque fois, quand elle dit le nombre de personnes qu'il y a dans son équipe, je suis toujours très admirative parce que je me dis, faut quand même réussir à gérer 50 cocos qui vont faire des relais et qui vont se cailler le cul en étant commissaire. Et elle fait ça d'une main de maître. C'est vraiment impressionnant. Et c'est vraiment... pour moi, tu vois, votre équipe en particulier, parce que c'est celle que je connais le mieux de commissaire, mais c'est vraiment le reflet, comme on en parlait dans l'épisode qu'on a fait ensemble, mais de la passion du sport et de l'envie et de la volonté de faire les choses bien pour ce sport. Tu vois, je trouve ça toujours très impressionnant. Bah oui, dans tous les cas, c'est bénévole, donc tu fais pas ça parce que t'as envie d'avoir de l'argent, donc il y a forcément quelque chose qui te motive à le faire et ça peut que être la passion dans ce genre de moment. Ouais, tu perds de l'argent même en faisant ça au final. Donc, exactement, ouais. Ouais. Mais après, tu ressors plus riche en souvenirs, c'est ça qu'il faut se dire. Oui, c'est clair. Ouais, puis d'un point de vue complètement personnel, hors commissaire, qu'est-ce que t'as pensé de ce week-end, toi ? Week-end très intéressant, en piste particulièrement, quand on voit ce qui s'est passé en piste, sur les conditions de piste, etc. Donc très intéressant à analyser, on a emmagasiné pas mal d'expériences, on a fait un petit peu d'espionnage aussi en regardant dans les box, etc. pour voir pour s'inspirer des grands. Donc non, encore une fois, un week-end très enrichissant et puis toujours différent des 24 heures du Mans qu'on a pu faire précédemment. Donc chaque course est unique, donc c'était très 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 bien. Oui, c'est clair. Et puis, si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Spa pour voir la suite du championnat endurance, je fais de la pub encore une fois, mais vous pouvez venir sur le circuit SIC. Vous verrez, c'est pas aussi grand que les 24 heures du Mans, mais les 23h60, c'est tout aussi chouette. C'est encore plus familial.
Ouais, et en plus, vous pourrez passer nous faire un coucou, donc ça, faut pas hésiter. Et j'en profite, puisqu'on parle d'endurance et qu'on parle des 23h60 et de notre participation, je le redis rapidement, tu disais, François, que ça coûte beaucoup d'argent de participer à des courses comme ça, et c'est pour ça qu'on a lancé, vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux du team et nos réseaux perso, que ce soit Twitter, Instagram, etc. On a lancé une petite vente de t-shirts du team si vous avez envie de nous soutenir, et il y aura aussi dans les semaines à venir une cagnotte pareil de la même manière si vous avez envie de soutenir le team et pour nous aider à financer ce qui nous reste à financer pour la saison et qu'on puisse aller décrocher un top 10. Donc faut pas hésiter, et puis si vous pouvez pas nous aider de cette manière, faut pas hésiter à nous suivre sur les réseaux, à parler de nous autour de vous, et surtout à venir nous voir parce que ça nous fait toujours plaisir, et de lever la tête quand on est dans les box pour voir tout le monde applaudir et soutenir les pilotes quand ils passent devant eux. C'est ce qui fait le plus chaud au cœur sur les courses, donc faut pas hésiter, et puis faut venir voir François rouler surtout. Ça ne touche pas que les pilotes, hein, parce que l'année dernière, quand on a réparé les motos, quand elle est ressortie pour la deuxième fois et qu'elle n'est plus rentrée pour de problèmes techniques, eh ben, les gens qui ont applaudi au-dessus et qui sont venus pour nous soutenir, au moment du départ de la moto, il y a pas mal de mécaniciens qui ont fondu en larmes parce qu'ils ont été félicités pour leur travail. Donc sachez que chaque soutien compte et ça nous touche vraiment. Donc merci pour ceux qui soutiennent de quelconque manière. Bon, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui, François, pour ce petit épisode. Nous, du côté de C'est qui un peu, on se retrouve bientôt pour les prochains débriefs du MotoGP. En attendant, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, que ce soit Twitter, Facebook, Discord, YouTube, toutes les bonnes plateformes de streaming. C'est toujours C'est qui en pôle, c'est pas compliqué à trouver. Et pour revenir sur l'ART, vous pouvez nous retrouver pareil sur Instagram, Twitter, etc. Et voilà, faut pas hésiter à nous écrire et à venir discuter avec nous, on est toujours dispo pour ça. Merci François d'avoir pris le temps de débriefer ce petit week-end bien sympa avec moi. Je te dis à très vite et passe une bonne journée. Merci, salut.